That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour d'Afrique. Comment tu vas ce matin? Ça va. Et à la forme? Oui. Et le week-end? Le week-end est dans des mariages et dans des réunions de famille. D'accord. Ce matin, on parle de quoi pour l'actualité internationale? Bon, ce matin, on va parler de deux choses. La première, évidemment, on va revenir sur le sommet de Libye. Le sommet de Berlin sur la Libye, pardon. C'est un sommet qui a été initié par l'Allemagne et la France pour essayer de réunir l'ensemble des protagonistes de la crise libyenne, pas seulement les acteurs libyens, c'est-à-dire le gouvernement de Tripoli, le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, et puis l'espèce d'armée, je dirais pas une milice, mais disons des forces militaires qui sont dirigées par le maréchal Haftar, qui sont eux soutenus par un certain nombre de puissances, dont la France et le Qatar. Donc il s'agissait de faire le point sur ce sommet, quelles sont les grandes décisions qui ont été prises là-dessus. Mais avant de parler de ça, on va revenir sur la nouvelle qui a en quelque sorte un peu bousculé la communauté sportive mondiale, et particulièrement celle du basketball américain, puisqu'on l'a appris hier aux alentours de 19h heure locale ici que Kobe Bryant est décédé de suite d'un accident d'hélicoptère. À l'intérieur de cet hélicoptère se trouvait également sa fille aînée, Gianna Maria, qui était âgée de 13 ans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne s'intéressent pas véritablement au basket, il faut savoir que Kobe était une icône du basket mondial. Il a fait toute sa carrière aux Los Angeles Lakers. Il a fait 20 ans là-bas. Il avait mis un terme à sa carrière, c'était en 2016. Il avait joué 20 saisons de suite en 1996 et 2016. Il avait notamment remporté pas mal de titres collectifs et individuels. Collectif, c'est 5 titres de champion NBA. Avec l'équipe nationale, il avait 2 médailles olympiques en 2008 et en 2012. Et il a remporté également des trophées individuels, comme le MVP de la saison régulière en 2008. Il avait joué plus de 1300 matchs en NBA. Et tout le monde se rappelle dans les années 2000, notamment en 2001, 2002 et 2003, l'association extraordinaire qu'il formait avec Shaquille O'Neal et qui leur avait permis de remporter 3 titres NBA de suite, avant de remporter un autre titre en 2008 et en 2010. Pour le moment, on ne connaît pas exactement les causes de l'accident, mais il semblerait que la météo, qui était particulièrement mauvaise à l'heure où Kobe Bryant et sa fille ont emprunté son hélicoptère personnel, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était l'hélicoptère de Kobe Bryant, et celui-ci avait l'habitude, évidemment, de se déplacer en hélicoptère pour essayer d'éviter les embouteillages terribles qu'il y avait à Los Angeles en matinée. Et donc, il partait de chez lui pour le Staples Center, où Los Angeles devait jouer aux alentours de 13h heure locale. Et donc, c'est de manière tout à fait normale qu'il a quitté son domicile, qui est situé dans les hauteurs de Los Angeles. Calabellas, c'est au nord de Los Angeles, et c'est un ensemble de petites montagnes sur lesquelles, évidemment, des collines sur lesquelles la classe aisée de Los Angeles a construit des villas. Et donc, c'est là-bas où Kobe Bryant avait entre autres une de ses résidences, et donc il partait régulièrement de là-bas pour se rendre au Staples Center en hélicoptère, comme il le faisait assez normalement. Et puis hier, il était 10h heure locale, c'est le drame. Son hélicoptère a craché et l'ensemble des personnes qui étaient à bord, donc les pilotes et lui-même et sa fille, ont malheureusement péri. Donc évidemment, une enquête a été ouverte. On attend dans peut-être les jours ou les semaines de comprendre exactement qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'était une défaillance technique? Est-ce que c'était une erreur de pilotage, donc une erreur humaine? Mais des premiers témoignages que l'on a pu écouter hier sur les chaînes américaines, il semblerait que déjà la météo y serait pour quelque chose, parce qu'il y avait un épais brouillard dans certaines zones, dans cette zone-là de la ville en particulier. Est-ce que c'est ce qui explique ce qui s'est passé? Pour le moment, on n'en sait rien. Et on va suivre ça de très près dans les semaines qui viendront. Et puis, pour revenir au sommet de Berlin sur la Libye, il faut savoir que les deux principaux protagonistes, donc le Premier ministre Mohamed El Faraj et son adversaire militaire Khalifa Haftar, n'étaient pas
présentement à Berlin pour participer à des négociations directes lors de ce sommet-là, mais ils ont envoyé leurs représentants. À côté de cela, ce qui est intéressant sur le sommet de Berlin, c'est comme je le disais, tous les protagonistes étaient là. Tous les pays qui, de près ou de loin, ont un lien ou interviennent dans ce conflit étaient présents à ce sommet-là. Donc on avait aussi bien la Russie, les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Qatar, les Émirats arabes unis, entre autres. Malheureusement, ce que l'on est à côté de cela, on avait aussi pour la première fois l'Union africaine qui était représentée par le président de la commission, le président Faki Mahamat. Donc malheureusement, ce que l'on peut déplorer, c'est que les voisins de la Libye n'étaient pas à ce sommet-là, donc l'Algérie, le Mali, la Mauritanie. Donc ces pays-là qui subissent le Burkina Faso, c'est tous ces pays-là qui, de près ou de loin, subissent les conséquences de la crise libyenne. Il ne faut pas l'oublier que c'est à partir de 2011, lorsque le régime de Muammar Kadhafi est bombardé par l'OTAN, que celui-ci, enfin l'arsenal qu'il possédait se retrouve aux mains de l'ensemble des forces qui étaient là en présence. D'une part, donc, il y a l'armée régulière qui se démantèle, qui se désagrège, et donc les armes se retrouvent une partie dans des groupes terroristes, une autre partie dans des milices. À cela, il faut aussi ajouter les armes offertes par les États-Unis et la France. Il ne faut pas l'oublier, les États-Unis, la France et l'Angleterre qui ont armé également une partie des groupes qui se battaient contre Muammar Kadhafi. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans cette zone-là avec un stock d'armes inimaginable. Et donc, ce sont ces stocks d'armes-là que l'on retrouve même jusqu'au Tchad, notamment avec les groupes terroristes. Dans la zone du Sahel. Dans toute la zone du Sahel. C'est principalement grâce à ce stock d'armes-là que l'ensemble de ces groupes armés-là qui sévissent dans toute cette bande sahélo-sahélienne-là ont pu s'approvisionner. C'était quoi on va dire ça comment? C'était quoi le point central du sommet de Berlin? Alors, le sommet de Berlin, c'était d'abord, d'une part, essayer de renouer des contacts entre les deux parties. Il faut savoir que quand on dit les contacts entre les deux parties, alors qu'il y a tu dis qu'il y a beaucoup de petits groupes armés qui tournent autour de... Ces groupes armés-là sont soutenus par des puissances étrangères. Il faut savoir que la dernière puissance à décider d'entrer dans le jeu, c'est la Turquie. La Turquie a décidé de venir en aide au gouvernement d'union nationale, et donc le Parlement turc a voté une loi qui autorisait au président Erdogan d'envoyer des troupes en Turquie. Et le président Erdogan a donc décidé d'envoyer des troupes en Turquie. Donc, ce qui fait que on sait déjà qu'il y a des troupes françaises, des troupes anglaises, américaines, peut-être pas déployées en masse, mais on sait qu'on a des agents de renseignement, on a des forces spéciales de ces pays-là qui sont sur place. On a des troupes russes qui sont là également. On a des troupes des Émirats arabes unis, des troupes du Qatar. Qu'est-ce qui justifie toutes ces présences militaires? Alors, les raisons sont diverses. D'une part, vous avez les grandes puissances occidentales qui sont là pour d'abord le pétrole. Il faut savoir que les soutiens dont Khalifa Haftar bénéficie le sont parce que c'est lui qui contrôle actuellement les terminaux pétroliers. Donc, c'est lui qui contrôle les zones de sortie du pétrole. Et c'est la raison pour laquelle les pays occidentaux, dont la France et l'Angleterre, et les Américains, c'est un secret de polichinelle, le soutiennent. Et puis de l'autre côté, vous avez le Premier ministre El Farage, qui est lui soutenu par la communauté internationale. On le dit communauté internationale parce que l'ONU a reconnu ce gouvernement-là, qui a été issu d'élections qui ne se sont certes pas produites sur l'ensemble du territoire libyen parce que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies, mais il y a eu des élections. Donc, il y a eu un parlement libyen qui a été mis en place, et c'est ce parlement qui a mis en place, qui a élu ce gouvernement-là. Donc, qui bénéficie d'une certaine légitimité politique au regard de la communauté internationale, même si cela ne correspond pas à l'ensemble des standards, comme je l'ai dit, de ce qu'on attend d'une représentation nationale. Or, malheureusement, donc lui, il est soutenu par la communauté internationale, il est soutenu par les Émirats arabes unis et donc un certain nombre d'autres pays. Les Émirats arabes unis, et le Qatar, par exemple, eux, ils sont particulièrement inquiets. Ils veulent voir quelle est la force qui va émerger sur le plan confessionnel, surtout, parce qu'il ne faut pas oublier que
les Émirats arabes unis et le Qatar sont des pays de confession sunnite. Donc, il serait particulièrement inquiet de voir un groupe ou un parti ou enfin un groupe politique qui se réclame d'une confession qui soit par exemple chiite, parce qu'on sait que évidemment il y a des groupes chiites qui sont partis soit d'Irak soit de Syrie pour également venir faire la guerre en Libye. Donc la Libye devient le second théâtre après la Turquie, après la Syrie, où se confrontent à la fois des puissances occidentales qui veulent avoir une partie du gâteau de la manne pétrolière libyenne, et puis on a des pays arabo-musulmans qui veulent eux aussi essayer d'avoir un pied-à-terre dans cette zone-là pour pouvoir y asseoir leur influence aussi bien sur le plan confessionnel que sur le plan politique. Donc c'est ce qui fait que, comme je l'ai dit, toutes ces forces-là se retrouvent actuellement en Libye avec comme conséquence, c'est que les pays aux alentours en pâtissent, en tête desquels on a le Niger, la Mauritanie et l'Algérie. À cet effet, donc, l'Algérie, non contente de ne pas avoir été invitée à Berlin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de faire un sommet également dans lequel ont été conviés tous les pays voisins de la Libye ou tous les pays voisins qui subissent les effets liés à la guerre en Libye, donc le Tchad, la Mauritanie, la Tunisie, le Burkina Faso, le Niger, pour ne pas les citer. Donc tous ces pays-là se sont retrouvés en Algérie, pour mettre en place une espèce de stratégie commune, même si au niveau continental, l'Union africaine a pris part à ce sommet de Berlin, mais ils estiment que l'Union africaine n'a pas suffisamment les coudées franches pour pouvoir répondre, pour pouvoir parler au nom de ces pays-là sur une question aussi cruciale que la sécurité ou la lutte contre le terrorisme. Et donc c'est un peu ça qui a dérangé les pays africains en tête desquels l'Algérie. Et donc ils ont décidé de faire parallèlement au sommet de Berlin leur propre sommet. Et donc au sortir de ce sommet de Berlin, qu'est-ce qui a été décidé? La première chose, c'était de demander à l'ensemble des puissances étrangères de ne plus interférer de manière directe ou indirecte sur le conflit libyen. Ça va être particulièrement difficile, parce que ça fait quasiment... Depuis 2011, ça fait quasiment 9 ans que ces puissances-là interviennent, malgré les résolutions qui ont été votées au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Aucune d'entre elles n'a été appliquée, en particulier celui de l'embargo sur les armes qui avait été voté depuis 2010. Donc l'embargo sur les armes en Libye n'a jamais été appliqué. Donc c'est la deuxième résolution de ce sommet, c'est-à-dire de enfin pouvoir appliquer notamment l'embargo sur les armes et contrôler évidemment ce trafic-là sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce trafic des armes-là permet aussi d'alimenter un autre trafic qui est celui des êtres humains. On le sait, c'est maintenant un secret de polichinelle que la Libye est devenue une plaque tournante, notamment de l'esclavage, du commerce de l'esclavage. Et donc, il faut y mettre un terme, et cette action doit passer d'abord par la mise en application de la résolution sur l'embargo sur les armes. Ensuite, essayer de négocier coûte que coûte un cessez-le-feu. Le principe avait été acquis lors du sommet, lors d'une rencontre organisée par Vladimir Poutine, c'était en Russie, même si Khalifa Haftar et Mohamed El Faraj étaient présents à Moscou. Ils n'avaient pas signé un cessez-le-feu, mais semble-t-il, le maréchal Haftar avait donné son feu vert pour appliquer ce cessez-le-feu-là. Bon, depuis lors, il n'est pas véritablement appliqué, mais au niveau de la zone de Tripoli, qui est véritablement la zone la plus sensible, il y a un semblant de respect de ce cessez-le-feu-là. Et puis, la troisième chose, c'est véritablement amener les deux parties à discuter et à négocier sur le futur de la Libye, parce qu'il faut bien comprendre que d'un côté, on a Khalifa Haftar qui estime que c'est à lui de prendre le pouvoir parce que évidemment il contrôle près de 80% du territoire, mais en face de lui il y a le gouvernement d'union nationale qui considère que Farage n'a pas la légitimité pour diriger la Libye parce qu'il le considère plutôt comme étant un pion des Occidentaux. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 2011 le maréchal Khalifa Haftar était en exil aux États-Unis, et c'est à la suite des attaques de l'OTAN en vue de déstabiliser le gouvernement de Muammar al-Kadhafi que les Occidentaux l'avaient ramené en Libye et lui avaient donné les moyens
moyens de constituer une armée. Il avait ensuite été suivi par un certain nombre de déserteurs de l'armée régulière de Kadhafi. Et c'est ce groupe-là qui constitue le gros de ses troupes. Et c'est grâce au soutien des Occidentaux financiers et militaires qu'il a pu conquérir le territoire libyen. Depuis le mois d'avril dernier, il avait tenté à 2 reprises de faire un assaut, notamment sur Tripoli. Il faut savoir que les 20% du territoire qu'il ne contrôle pas, ce sont des territoires qui sont à l'est de la Libye, donc dans la région de Sirte, qui est la région d'origine de Muammar al-Kadhafi, et la région de Tripoli, qui est contrôlée par des milices qui soutiennent le gouvernement d'union nationale, parce que ce gouvernement d'union nationale est contre Khalifa Haftar, qui était l'ennemi de Muammar al-Kadhafi. Donc il faut comprendre un peu le jeu des alliances qu'il y a à ce niveau-là. Et donc c'est ce qui explique que ces 20%-là ne soient pas encore entre ses mains. En avril dernier, il avait tenté des assauts. Malheureusement pour lui, il a rencontré une résistance farouche, et donc il a dû surseoir à mener un 3e assaut grâce à la pression de la communauté internationale, évidemment, puisque ces 2 premiers assauts-là se sont soldés par plusieurs centaines de morts. Et donc, pour les Occidentaux et pour la communauté internationale, il était plus que impérieux de l'amener à une table de discussion et de négociation avec le gouvernement de l'Union nationale pour trouver une issue politique et pacifiste à ce conflit-là. Maintenant, c'est un peu au point où on en est. Les 2, dans la région de Tripoli, en quelque sorte, le maréchal Haftar a stoppé son déploiement militaire. Néanmoins, il a montré qu'il a une capacité de nuisance, puisqu'il était parvenu à prendre un certain nombre de terminaux pétroliers qui n'étaient pas encore sous son contrôle. Et donc là, maintenant, il contrôle la quasi-totalité du pétrole libyen. Et donc, il est celui qui est... il pensait qu'en ayant le contrôle sur les terminaux pétroliers, il pourrait venir négocier à Moscou en étant en position de force. Malheureusement pour lui, la communauté internationale a estimé que ce n'était pas suffisant, et que, au contraire, même s'il a une position de force qui lui est favorable sur le terrain, cela ne justifiait pas que l'on puisse lui permettre d'accéder au pouvoir tant qu'il ne passerait pas par une issue politique pacifiste et démocratique, en quelque sorte. Donc c'est un peu le point où on en est. Maintenant, ça va être particulièrement compliqué de voir, comme je le dis, l'influence étrangère baisser. Il ne faut pas l'oublier qu'en Syrie, ça a été l'une des exigences du Conseil de sécurité. Ça n'a jamais été appliqué. Je doute fort qu'en Libye aussi, cela puisse se passer ainsi. Mais par contre, ce qui est regrettable aussi, c'est l'aphonie de l'Union africaine, son incapacité à pouvoir, d'une seule voix aussi, parler concernant le conflit libyen, parce que je l'ai dit, ce conflit-là n'impacte pas seulement la Libye, mais impacte également près de 5 ou 6 pays qui sont alentours, avec toutes les catastrophes que cela, sur le plan humanitaire, peut causer. Malheureusement, c'est ça la grande déception, même si on notait la présence de l'Union africaine, mais cette Union africaine-là, du moins la commission de l'Union africaine, n'a malheureusement pas suffisamment de pouvoir pour pouvoir influencer les chefs d'État, notamment sur cette question. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur la politique internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, restez connectés, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.